Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Kigali. Il va prendre part demain à la remise du prix Mo Ibrahim à l'ex-président du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le président ivoirien a été reçu aujourd'hui par son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a participé hier à un débat au Conseil de sécurité de l'ONU. Un débat qui portait sur la consolidation de la paix dans les pays qui sortent de crise. Le cas de la Côte d'Ivoire a été évoqué. Le dossier politique de ce jeudi est consacré au parti unifié. Les acteurs membres du RHDP semblent d'accord sur sa mise en place, mais certains points de ce dossier semblent à polémique. Que dit l'accord politique signé par les partis membres du RHDP qui portera l'étendard du parti unifié? Nous le saurons tout à l'heure. Bienvenue pour cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce jeudi après-midi avec son homologue rwandais Paul Kagame. Je rappelle que le chef de l'État ivoirien séjourne depuis hier à Kigali, où il va assister demain à la remise du prix Mo Ibrahim à l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Viviane Aïmé. Comme le président de la République l'avait annoncé à son arrivée mercredi à Kigali, ce jeudi après-midi, il a eu un long échange avec son homologue rwandais Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, venu lui rendre visite à son lieu de résidence. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant 1h30 sur divers sujets concernant, ainsi que le président de la République l'avait souligné, la paix et la sécurité sur le continent. Le chef de l'État ivoirien a également visité le mémorial du génocide de Kigali qui commémore le génocide rwandais de 1994. On y trouve les restes de 250 000 personnes tuées lors de cette tragédie. Viviane Aïmé. Le mémorial du génocide dans le quartier de Gisozi à Kigali. Ce musée du souvenir où sont conservés les restes de 250 000 victimes d'un génocide qui a fait 800 000 morts en 100 jours a reçu la visite ce jeudi du président de la République Alassane Ouattara, accueilli par la ministre de la Culture et des Sports Julienne Iwaku et le président de la commission de lutte contre le génocide, Dr Jean Bizimana. La visite a commencé par la projection d'un film de 9 minutes. Le génocide rwandais, conséquence du refus de la différence ethnique, a commencé après que l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana d'ethnie Hutu a été abattu au-dessus de Kigali le 6 avril 1994. Le lendemain, 7 avril, des barrages sont dressés dans toutes les rues de Kigali et les miliciens Hutus et les forces armées rwandaises fouillent les maisons. Tous les Tutsis, sans discernement, sont accusés d'être complices de la rébellion, le Front patriotique rwandais, FPR. Ceux qui sont arrêtés sont tués. Les Hutus modérés ou opposants qui ne veulent pas participer au massacre sont tués également. La chasse aux Tutsis ne se cantonne pas seulement qu'à la capitale, mais s'étend dans tout le pays. Face à la barbarie, l'ONU refuse de mettre en danger ses casques bleus et les Tutsis rwandais sont abandonnés à leur sort jusqu'au 4 juillet 1994 quand la rébellion arrive enfin à pénétrer dans Kigali. Des photos, des documents, des récits audiovisuels, des restes humains, toutes les preuves de ce massacre sont conservées dans ce musée du souvenir que le président de la République a visité sous la conduite du directeur de ce mémorial, Honoré Gatera. À la fin de sa visite, le président de la République, avec beaucoup d'émotion, a signé le livre d'or. Il y a beaucoup d'émotions. Je réitère mes condoléances et toute ma compassion au peuple rwandais et faire en sorte que la construction de ce pays continue et que plus jamais ce peuple ou aucun autre peuple ne vive ce que les Rwandais ont vécu. Puis, avant de quitter les lieux, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs en la mémoire des victimes.
Loin du Rwanda, à New York, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano a pris part à un débat au Conseil de sécurité de l'ONU. Au menu, la consolidation de la paix dans les pays qui sortent de crise. La Côte d'Ivoire a été saluée pour avoir réussi dans ce domaine. Les détails avec notre envoyé spécial à New York, Michel Digri. Séance d'information du Conseil de sécurité sur la consolidation et la pérennisation de la paix, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, citée comme un exemple de réussite au cours des débats. Nous pouvons bâtir notre travail sur nos succès. Et je crois que le succès le plus important des temps récents a été le succès en Côte d'Ivoire. La présence de la Côte d'Ivoire aujourd'hui au Conseil de sécurité est un symbole indéniable de ce succès. Pour le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, l'ONUCI a joué un rôle majeur dans le processus de sortie de crise. Mais il a fallu un engagement efficient de l'État ivoirien pour consolider la paix dans le pays. Pour mon pays, l'État est la clé de voûte des actions de consolidation de la paix et de sa pérennité. Le relèvement spectaculaire de l'économie de la Côte d'Ivoire, au lendemain de la crise post-électorale, a favorisé l'émergence d'un État solide qui a pris toute sa part dans les efforts de normalisation post-crise et de consolidation de la paix. Grâce à la volonté politique clairement affichée du président Alassane Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire s'est impliqué financièrement et dans des proportions rarement vues sur le continent dans la mise en œuvre et la réussite du DDR et de la RSS, le renforcement de la cohésion sociale, la réconciliation nationale et la reconstruction post-conflit. Et le ministre Marcel Amontano de donner des pistes de solutions pour la pérennisation de la paix dans les pays qui sortent de crise. L'exemple de mon pays permet à cet effet de poser quelques principes. La consolidation et la pérennisation de la paix étant tributaires de l'état des institutions d'un pays après le conflit, l'action de notre organisation et des autres partenaires devra consister soit à renforcer l'État lorsqu'il existe, soit à le rétablir lorsqu'il s'est effondré. Toute action de la communauté internationale en substitution à l'État restera superficielle et créera un effet d'accoutumance et de dépendance désastreux pour la paix. Pour être efficace sur le terrain, notre organisation doit afficher une grande cohérence et intervenir sous une entité unique. Elle doit pour cela mettre fin à la dispersion de ses ressources et de ses actions constatées dans plusieurs théâtres post-conflit. La Côte d'Ivoire a réaffirmé son soutien au projet de réforme du pilier paix et sécurité initié par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Marcel Amontano a invité les pays développés, les partenaires multilatéraux et le secteur privé à mobiliser les ressources nécessaires pour le financement du fonds d'appui à la consolidation de la paix. La question du parti unifié est abordée ce soir dans le dossier politique de ce jeudi. Si les acteurs membres du RHDP semblent s'accorder sur sa mise en place, certains points semblent tout de même sujets à polémique. Que dit l'accord politique signé par les partis membres du RHDP qui portera l'étendard du parti unifié en 2020 après sa concrétisation? Quel cheminement pour aboutir au choix de ce candidat? Ce sont autant de questions soulevées dans ce dossier signé Herman Guivi. Comme un feuilleton, aux multiples rebondissements, la question du parti unifié n'en finit pas de déchaîner les passions au sein de la classe politique ivoirienne, et précisément au sein du RHDP. Et sur le sujet, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, sort de sa réserve. Le document signé, qui fait l'objet de commentaires passionnés, est un accord politique intervenu entre les partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce document n'est donc pas un manifeste comme annoncé précédemment. Le document, source de toutes les passions, le voici. En sa dernière page, il porte les signatures des représentants des 6 familles politiques qui composent le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. On y aperçoit, apposés noir sur blanc, les noms des différents signataires en fonction des partis concernés. Un accord qui engage toutes les parties signataires
à conduire la démocratie et toutes les élections à venir en RHDP dans un esprit de solidarité, de sérénité, de non-violence et de transparence. Le parti unifié s'appellera Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en hommage à la fidélité des partis signataires aux idéaux de Félix Houphouët-Boigny. Certaines consciences s'inquiètent de la préservation de leur identité première. Henri Konan Bédié, lui, rassure. Cet accord politique ne signifie nullement la dissolution du PDCI-RDA, auquel j'ai par ailleurs souhaité longue vie. Il fait ensuite cette annonce. Le PDCI présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2020 en souhaitant l'appui de ses alliés compte tenu des sacrifices qu'il a consentis pour les uns en 2010 et 2015. Mais cela est en discussion entre les alliés. Face à une telle annonce, comment réagissent justement ses alliés? Alors qu'il est en visite officielle en France, depuis l'Élysée, Alassane Ouattara, le chef de l'État, se prononce. Notre alliance est solide. Nous faisons des progrès considérables pour la Côte d'Ivoire, des taux de croissance parmi les meilleurs au monde, parce que nous avons cette alliance avec des gens très compétents. Et ce qui nous importe, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et nous continuerons de travailler ensemble, y compris de préparer les élections en 2020. Tout le monde pourra être candidat et le meilleur sera choisi par cette alliance, le RHDP. Les deux personnalités sont bien en phase. Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié regardent dans la même direction. Leurs échanges fréquents et les conclusions qui en découlent en témoignent. Qu'en est-il des 4 autres partis signataires? En déplacement hors du pays, le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touakos, réagit sur les antennes d'une chaîne de radio internationale. Quant aux positions adoptées par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. C'est des sentiments légitimes qu'il a exprimés. Chacun de nous doit exprimer ses sentiments. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous sommes bien ensemble. Évidemment, il y a des ressentiments que les uns peuvent éprouver. Et avec le dialogue, nous trouverons des solutions. À la question de savoir si 2020 consacrerait le tour du PDCI, Albert Mabry-Touakos répond. Mais pourquoi vous pensez que moi je dois affirmer que c'est le tour du PDCI? Moi j'affirme aussi que c'est le tour de l'UDPCI. À qui le tour? Évidemment, la réponse peut se trouver dans le dialogue. Mais ceci dit, chaque parti doit se prononcer de manière claire sur le parti unifié, sur les propositions du dispositif de transition et puis éventuellement sur le mécanisme de désignation du candidat pour 2020 si nous parvenons à avoir un candidat commun. Pour le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Touakos, l'heure n'est donc pas aux conclusions hâtives. Seul le dialogue entre les différentes parties signataires de l'accord politique livrera son verdict final. Pour le compte du mouvement des forces d'avenir, Siaka Ouattara, signataire de l'accord politique, ne manque pas de se prononcer sur la question du parti unifié, tel que abordé par le président Bédié face à la presse. Le président Bédié a fait un discours d'ouverture parce que dans son discours, il a dit que le candidat sortira du RHDP. Je fais confiance à ces deux leaders, à tous les présidents des partis membres du RHDP. Ensemble, le moment venu, nous allons trouver le candidat qui fera le bonheur des populations ivoiriennes. Le MFA est prêt pour la mise en place du parti unifié. Direction le Parti ivoirien des travailleurs. En pleine séance de préparation de son congrès, le président du parti, Seka Joseph, nous reçoit. Le président Bédié, qui est le président du PDCI, c'est normal qu'il propose aux autres que le candidat du RHDP soit issu des rangs du PDCI. Mais le moment n'est pas encore arrivé pour faire ce choix. Parce que même si les partis membres du RHDP devaient choisir un candidat issu des rangs du PDCI,
ceci devrait se faire à travers des concertations, des échanges pour obtenir l'adhésion de tous les partis membres du RADP autour du nom du candidat que le PDCI proposerait. Le PIT, à l'instar des autres partis politiques, va bientôt entrer en congrès, plus précisément le dimanche 29 avril, pour analyser et endosser les textes fondateurs du parti unifié, à savoir les statuts et le règlement intérieur. Nous avons tenté d'entrer en contact avec Soro Brahima, président de l'IPECI. Tentative infructueuse, l'homme est en déplacement et difficile à joindre. D'un point de vue général, les différents acteurs signataires de l'accord politique épousent l'esprit du discours prononcé par le président Henri Konan Bédié face à la presse. Si tout ce que j'ai dit est entendu par tous ceux qui m'ont écouté, cela éviterait bien les commentaires passionnés qui ont lieu actuellement. Cela donnerait la tranquillité d'esprit à tous nos militants pour qu'ils ne s'imaginent pas quoi que ce soit. Il appartient aux différents partis signataires de cet accord politique d'accorder leur violon sur certaines questions importantes pour leurs militants, un consensus pour définir la suite des événements dans un intervalle ouvert le 18 mai 2005 et prolongé à plus 2020. Autre chose à présent, une opération civile et militaire de don de sang est en cours. C'est une initiative du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui vise à renforcer les liens armée-nation et à recueillir le maximum de poches de sang pour sauver des vies. Abou Sanougou. Sauver des vies en temps de paix. C'est le sens de l'opération don de sang qui a mobilisé plusieurs unités de la place d'Abidjan et de la gendarmerie nationale au centre principal de santé de la caserne d'Agban. Une opération qui vise à recueillir le maximum de poches de sang. Ce à l'initiative du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Je suis vraiment content de participer au don de sang parce que ça permet de sauver des vies. Et nous sommes là aujourd'hui matin avec vraiment toute notre troupe pour participer à cette opération d'envergure. Cette opération bénéficie de la collaboration du Centre national de transfusion sanguine. Aujourd'hui, en matière de santé, le sang a une très grande place. Et là, quand les militaires viennent comme ça à notre secours, ils viennent participer à un acte de santé. Ils viennent aider le ministère de la Santé à sauver les populations. Donc, ils se rapprochent des populations. Et ces actes-là, nous ne pouvons que remercier le ministre de la Défense et les militaires. Une motivation partagée par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui a pris part à l'opération qui vise à réduire le déficit de poches de sang et à renforcer les liens armée-nation. Notre leitmotiv, c'est de faire en sorte que l'esprit armée-population soit renforcé et que nous puissions inculquer à nos hommes le sens du secours, le sens d'apporter quelque chose aux populations. Et donc aujourd'hui, c'est une opération citoyenne de don de sang. On a un besoin de 240 000 poches à peu près. Il y en a à peu près 160 000. Donc il y a un gap de près de 70 000 poches. Donc cette opération commence aujourd'hui au camp Agban, qui va se poursuivre dans les unités de Boaké, de Korogo, va permettre de combler ces gaps. Et j'invite tous nos compatriotes à participer à ce genre d'opérations qui sont des opérations qui anticipent la santé des uns et des autres. En cas d'urgence, il faut du sang. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux de participer aux côtés de chaque militaire à cette opération pour donner l'exemple. Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires. Objectif, recueillir 7500 poches de sang. Prévenir les accidents de travail et maladies professionnelles en Afrique et dans le reste du monde, c'est le but de la campagne Vision Zéro en Afrique lancée aujourd'hui à Abidjan. Plusieurs pays prennent part à cette rencontre qui prend fin demain. Rencontre initiée par l'Association internationale de la sécurité sociale en collaboration avec la Caisse nationale de prévoyance sociale. Serge Koléa. 320 millions d'accidents du travail et 2 300 000 maladies mortelles liées au travail sont enregistrées chaque année dans le monde selon l'Organisation internationale du travail. L'Afrique totalise 2% des emplois salariés de la planète, mais compte à elle seule 18% d'accidents mortels.
En Côte d'Ivoire, en moyenne, 6 000 accidents du travail sont enregistrés chaque année par la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. La prise en charge de ces accidents oscille entre 8 et 40 milliards de francs CFA. La campagne mondiale Vision Zéro, initiée par l'AISS, l'Association internationale de la sécurité sociale, et lancée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, vise à mettre un terme à cette situation. La meilleure politique consiste, par des mesures préventives, à diminuer les risques et à humaniser davantage les conditions de travail, autant dans l'intérêt de chaque travailleuse et de chaque travailleur que dans celui de la collectivité et de la nation tout entière dont la charge financière se trouvera allégée. Réduire à néant les accidents du travail et maladies professionnelles à travers une culture de prévention solide dans le monde et particulièrement en Afrique. Afrique, malheureusement, c'est la région avec plus d'accidents par habitant, par travailleur du monde. Et pour ça, il y a de très bonnes raisons d'améliorer la prévention des risques professionnels. Investir dans la prévention pour sauver des vies et protéger le bien-être des individus et des familles, voici tout l'intérêt des assises de la campagne Vision Zéro qui se tiennent à Abidjan. Scandale des 2000 véhicules de luxe non déclarés. Plusieurs responsables du guichet unique automatique ont été mis aux arrêts. Parmi eux, le directeur général Mamadou Fofana pour nécessité d'enquête. Retour sur cette affaire avec Jean-Jacques Kwame. Le directeur général du guichet unique automobile et plusieurs proches collaborateurs ont été mis aux arrêts sur instruction du procureur de la République dans la soirée du lundi 23 avril 2018. Ils sont accusés de malversation et de corruption. Le scandale porte aussi environ 2000 véhicules en circulation sur le territoire national qui auraient échappé aux procédures de dédouanement. Un véritable manque à gagner dans les caisses de l'État. L'information a fuité dans les colonnes du journal L'éléphant déchaîné et repris dans plusieurs autres médias. Le procureur de la République que nous avons joint au téléphone a précisé que les enquêtes se poursuivent et le processus suit son cours. Dans une note en date du mercredi 25 avril, le ministère des Transports s'est félicité de l'arrestation des dirigeants de cette structure. Il a par ailleurs précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique d'assainissement engagée par ce département. Une table ronde se tient ici à Abidjan sur l'inclusion financière. Organisée par la Fondation African Women Initiative, ce rendez-vous concerne les femmes transformatrices de produits agricoles. Au cœur des échanges, la question du financement. Francis Boifou. Le savoir-faire des femmes exerçant dans la transformation des produits agricoles exposé à la caisse table au plateau, le temps de la table ronde sur l'inclusion financière. Ces produits made in Côte d'Ivoire sont vendus pour la plupart en petite quantité sur les marchés. Moi, par exemple, je suis dans la transformation de la plante de moringa. J'ai 200 000 pieds plantés dans la région d'Agboville. Malheureusement, la transformation de ces 200 000 pieds me pose un réel problème parce que je n'ai pas l'accompagnement nécessaire des banques alors que la demande est très forte. Nous avons les financiers des banquiers qui trouvent que nous ne pouvons pas vendre assez pour pouvoir rembourser ce qu'on a emprunté. Par ces échanges, la Fondation African Women Initiative veut apporter des solutions à la question du financement dans la transformation des produits agricoles. Les acteurs que nous avons amenés ici, les banques, les microfinances, nous ont souvent dit qu'ils ont des fonds dédiés à cela. Donc nous avons souhaité cette table ronde sous forme de causerie pour qu'on puisse nous présenter les différents projets. Les femmes seront informées de la variété d'offres de services financiers qui existent. La transformation des produits locaux reste d'actualité. La Côte d'Ivoire enregistre 30 à 50% de pertes post-récolte, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Des propositions. Les tout petits transformateurs, il faut une subvention. Des institutions, surtout de l'État, ceux en qui les banquiers croient qu'ils allègent les garanties. Parfois, les garanties font blocage. Autant d'idées qui pourraient booster le taux de transformation de l'ensemble des produits agricoles. Par exemple, porter le taux du cacao de 31% actuellement à 50% en 2020.
La région du Poro abrite également des échanges et réflexions en vue de booster l'agriculture. Il s'agit pour les agronomes de mieux cerner les difficultés des filières agricoles de la production à la conservation des produits afin d'y apporter des réponses adéquates. Au cours de ces assises, 200 participants ont échangé hier avec des acteurs des filières coton, mangue et karité. Léon Brou. Les agronomes à l'usine de conditionnement de mangue de Korogo. Ce sont les maillons de cette chaîne, depuis la récolte jusqu'à l'exportation du produit, qui sont passés au crible. Occasion de comprendre les dispositions de veille pour éviter les éventuels rejets d'exportation aux mauvaises qualités de la mangue. Toutes les mangues qui viennent sont parfaitement identifiées. Elle a dit le nombre de cartons, le nom du producteur. Et donc, lorsqu'on a une mangue qui est infectée, on sait directement quel est le lot qui est responsable. Donc on peut directement détruire tout ce lot. À l'unité de séchage de mangue, problème, la transformation des déchets. Il y a les noyaux et les écorces qui constituent des déchets. Dans le projet initial, il était question de transformer ces déchets en compost ou même en aliment de bétail. Ça nous aurait beaucoup soulagé. Si nous avons quelqu'un qui peut bien nous aider pour cette transformation, il serait le bienvenu. Difficultés communes aux unités visitées, le raccourcissement et le décalage de la saison de mangue. Pour cette année, par exemple, la récolte a commencé fin mars contre mi-avril l'an dernier. Toutes choses provoquées par les changements climatiques, selon les scientifiques qui en ont des solutions. On peut produire la mangue aussi sur de longues périodes en Côte d'Ivoire, mais aux producteurs de s'approprier des résultats que les chercheurs vont les proposer. Il est possible de le faire, mais en associant par exemple l'irrigation. Dès que la première campagne va finir, il y a des entretiens qu'il faut faire. Détruire tout ce qui est le matériel végétal, des résidus qui sont dans le verger, pour éviter les contaminations pour les campagnes à venir. Il y a des produits qu'il faut utiliser, mais pas des produits chimiques, mais des produits qui sont conçus pour qu'on puisse avoir une production étalée. Comme dans la filière mangue, les techniques pour allonger la saison et rentabiliser leurs activités ont également été évoquées avec les filières coton et karité. Ici, l'accent est mis sur l'organisation, le financement et les maladies du secteur, des questions auxquelles l'Association ivoirienne des sciences agronomiques consacre les derniers travaux de ses assises. Retour à Abidjan, dans la commune du Plateau, où s'est tenue une rencontre sur l'exploitation illégale du bois. C'était l'occasion pour le comité technique de négociation de l'APV FLECT d'échanger sur les mécanismes d'amélioration de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Thème retenu, observation indépendante dans la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives. Grâce Kando. Le plan d'action FLEG permet de lutter contre l'exploitation forestière illégale, notamment sur le plan économique, social et environnemental. L'initiative est de l'Union européenne et depuis 2013, la Côte d'Ivoire adhère à cette politique. Il est question d'assainir notre marché national du bois. Donc, beaucoup d'études ont été menées d'abord dans un premier temps pour comprendre le mode de fonctionnement de notre marché national du bois, les interactions entre les différents acteurs et les flux de produits qui circulent entre ces acteurs-là. Ça a été fait et des mesures ont été prises pour essayer d'adresser les problèmes de légalité et d'illégalité de notre marché national du bois. Le but de notre réunion aujourd'hui, c'est de voir comment passer au stade supérieur, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble de la Côte d'Ivoire puisse exporter du bois vers l'Union européenne sans aucun problème, sans devoir avoir ce processus de certification. Selon la Banque mondiale, les pertes annuelles en revenus fiscaux de l'exploitation forestière illégale sont estimés à 10 milliards de dollars américains, soit 5 000 milliards de francs CFA dans le monde. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de négociation d'un accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne sur la gouvernance forestière. Les négociations avancent bien depuis le mois de mars 2018. Il y a une revue qui est en train d'être faite avec l'Union européenne. Nous espérons pouvoir faire en sorte que cette signature se fasse en 2018, cette année donc, parce qu'il y a des perspectives qui sont bonnes. La déforestation est un sujet qui est devenu un sujet d'importance pour nous, un sujet vital. Nous devons lutter contre cette déforestation. Le gouvernement ivoirien est déterminé à poursuivre l'ensemble des réformes engagées
afin de reconquérir et d'assurer la gestion durable de son patrimoine forestier. La 8e édition du Salon international du tourisme, c'est pour bientôt. Le ministre du Tourisme a visité le site devant accueillir cette exposition qui a pour thème les nouvelles technologies au service du tourisme. Le site à 2018, c'est des innovations technologiques. Hors de nos frontières, 80 ministres de 72 États, 18 organisations internationales et près de 500 experts de la lutte contre le financement du terrorisme se réunissent à Paris à compter de ce jeudi pour confronter leurs expériences et esquisser un ensemble de bonnes pratiques. Après 2 jours de table ronde à huis clos dans les locaux de l'Organisation de coopération et de développement économique, le président français Emmanuel Macron clôturera la conférence. Aucune annonce concrète n'est attendue, mais une déclaration de principe collectif destinée à être portée au niveau international. Ainsi s'achève ce 23h. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain à la même heure.